Bonjour à tous et bienvenue. Donc là aujourd'hui, je fais un petit aparté sur l'élection présidentielle américaine, notamment sur Kamala Harris. J'ai mon frère Hassan qui m'a demandé, ah vas-y fais une vidéo sur Kamala Harris pour rigoler un peu. Ouais, il y a des choses drôles, il y a des choses moins drôles, mais on va parler un petit peu du fallout de l'élection présidentielle après l'élection de Donald Trump, qui a été vraiment un landslide. Dans un landslide, ça veut dire vraiment ça a été le raz-de-marée de Trump qui a gagné 319 points électoraux et qui contre 212, il me semble. Donc, c'était vraiment un landslide. Il a vraiment gagné quasiment partout. Et il a gagné 5 millions de voix de plus que Kamala Harris. Donc c'est une véritable raclée qu'elle a mangée. Alors, ce que je vais faire, c'est on va regarder quelques petits clips. C'est pour un petit peu vous expliquer pourquoi Kamala Harris a vraiment perdu la présidentielle. Donc, je pense que c'est avant tout l'incompétence et le manque de clarté de Kamala Harris, qui est incapable de répondre à des questions, qui tourne en rond, qui répète toujours les mêmes choses. Et donc, bon, je vais vous passer quelques clips et ça va être un moyen pour vous de voir comment nous, en Amérique du Nord, on regarde un petit peu l'élection américaine, alors que je crois qu'en France ou ailleurs, dans d'autres, en Europe, il y avait une voix plutôt pour Kamala Harris. Donc, faut comprendre que Kamala Harris, c'est une, c'est une personne. Moi, je ne porte pas de jugement. Hein, c'est une personne. On, on critique beaucoup ses agissements et la manière dont elle arrive en politique. Je disais donc que Kamala Harris a été les médias de manière générale ou les médias alternatifs disent clairement que elle a une relation extramaritale avec Willie Brown, qui était l'ancien maire de San Francisco, qui avait à l'époque 60 ans, elle en avait une trentaine d'années, et qu'elle, à travers des relations avec des hommes, elle s'est créé un passage vers une évolution politique. Et Willie Brown, qui lui a mis le pied à l'étrier, notamment pour rentrer dans le bureau de l'Attorney General. Attorney General, c'est le procureur d'un État. Donc, elle arrivait là-dessus en arrivant à devenir le procureur de Californie. Et donc, et sous son mandat, ça a été une véritable catastrophe. Et donc beaucoup de gens disent qu'elle elle a frayé son chemin en politique à travers le lit de certains hommes. Bon, moi je porte pas de jugement et j'ai pas de point de vue clair là-dessus, mais je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est dit pendant la pendant la présidentielle américaine. Il y a eu notamment une interview avec Brett Bayer qui est un journaliste de la Fox très connu. Et donc il y a eu une interview avec Kamala Harris. Donc comme je vous disais, je vais partager mon écran et vous allez pouvoir voir les différents clips dont je parlais qui se sont passés donc avant le vote du 5 novembre. Donc là, c'est une interview avec Brett Bayer, un des journalistes clés de la Fox. Your campaign slogan is a new way forward, and it's time to turn the page. You've been vice president for 3.5 years, so what are you turning the page from? Well, first of Alors, ce que Brett Bayer lui demande, il dit, vous dites qu'il faut tourner la page. Il faut tourner la page, mais vous avez été vice-présidente quand elle fait partie de l'équipe de Biden, qui est le président actuel des États-Unis. Elle était vice-présidente pendant 4 ans. Donc, il demande, vous pouvez tourner la page de quoi? all, turning the page from the last decade in which we have been burdened with the kind of rhetoric coming from Donald Trump that has been designed and implemented to divide our country. Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit, bah, elle faut tourner la page de 10 ans de présence, de 10 ans de ce qui s'est passé en arrière. Il faut comprendre que la dernière présidentielle, c'était les démocrates qui l'avaient gagné. Avant ça, c'était Trump. Et avant ça, c'était Obama pendant 2 mandats. Donc, ça veut dire que les 16 dernières années, et encore avant Obama, c'était encore un démocrate. Donc, faut comprendre que les 16 dernières années ont été largement capturées par les démocrates. Et que les républicains ont été au pouvoir pendant 4 ans. Donc, ça veut dire, c'est comme si elle disait tourner la page comme si Donald Trump était là depuis très longtemps. Mais Donald Trump, il a fait qu'un seul mandat jusqu'à présent. More than 70% of people tell the country is on the wrong track. They say the country is on the wrong track. If it's on the wrong track,
That track follows 3.5 years of you. Donc il y a cette, il y a il y a cette image de la direction du pays, comme quoi le pays est dans la mauvaise direction. Pour 79% des gens qui ont donné leur impression que le pays ne va pas dans la bonne direction. Et 21% estiment qu'ils sont dans la bonne direction. Donc, on voit bien qu'il y a une majorité des gens qui disent ça va pas. Okay. Country is on the wrong track. If it's on the wrong track, that track follows 3.5 years of you being vice president and President Biden being president. That is what they're saying, 79% of them. Donc, on va arrêter ce clip ici maintenant, mais c'est ça que ça signifie, c'est que, bon, lui, il dit, bah, vous étiez au pouvoir pendant presque 4 ans, donc comment pouvez-vous dire que vous tournez la page? Vous faites partie de cette page. Cette page est celle des démocrates. Okay. Maintenant, on va regarder une deuxième vidéo. Donc là, on va regarder un deuxième clip, encore avec Brett Baier et Kamala Harris. Donc là, il parle des migrants qui sont entrés par la frontière sud des États-Unis. Il faut comprendre que elle était ce qu'on appelait le border czar. Le border czar, c'est comme le tsar de la frontière, donc celle qui était en charge de la gestion de la frontière. Et donc il y a eu une ouverture des frontières aux États-Unis sous le mandat Biden, où l'estimation il y a une estimation entre 4 et 7 millions d'immigrants illégaux qui sont rentrés aux États-Unis. How many illegal immigrants would you estimate your administration has released into the country over the last 3.5 years? Well, I'm glad you raised the issue of immigration because I agree with you. It is a topic of discussion that people want to rightly have. And you know what I'm going to talk about. Yeah, but just a number. Do you think it's 1 million, 3 million? Brett, let's just get to the point. Okay, the point is that we have a broken immigration system. Alors là, maintenant, et c'est ce qui s'est passé pendant toute la campagne. Hein. Moi, j'ai regardé toutes ces interventions, on va dire médiatiques, et elle noie le poisson tout le temps. Elle ne répond jamais aux questions directement. Elle ne dit jamais vraiment elle ne répond jamais aux questions directement, elle tourne autour du pot. Donc là, elle lui demande, OK, Kamala Harris, depuis que vous êtes en charge, combien de migrants sont rentrés aux États-Unis? Est-ce que vous estimeriez 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 6 millions? Et donc là, elle dit que non, la frontière, c'est un système qui est cassé. Mais c'est la présidence de Biden. Et elle était vice president et elle était le border czar. Donc à partir de là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, elle estime comme si, en fait, ce qu'elle va dire juste après, elle va dire qu'elle a essayé de passer un bill auprès du Congrès américain et que le bill a été torpillé par Trump. Donc, il y a du vrai parce que lui voulait que eux prennent leurs responsabilités et donc c'est vrai qu'il n'a pas aidé, mais quand même l'ouverture des frontières, ce n'est pas la faute de Trump, c'est sa faute à elle. That needs to be repaired. So your Homeland Security Secretary said that 85% of apprehensions. I'm not finished. We have it's a an rough estimate of system 6 million people have been released into the country. And let me just finish. I'll get to the question. I promise you. I was beginning to answer. And when you came into office, your administration immediately reversed a number of Trump border policies. Within hours of taking the oath. Brett Baier qui pose la question, il dit que les gens qui s'occupent de donc Homeland Security, DHS, Department of Homeland Security, les agents, en fait, ils ont ciblé une catégorie de personnes, environ 6 millions de personnes qui sont rentrées aux États-Unis, qui n'ont pas été vetted correctly. Donc, vetted, ça veut dire qu'ils n'ont pas été validés correctement pour rentrer aux États-Unis. Donc, on sait qu'il y a des gens qui sont extrêmement dangereux qui sont rentrés aux États-Unis. Et que tout ça, ça a été rendu possible parce qu'il y a eu un changement des directives qui avait été poussé par Trump, qui permettait une certaine tenue de la frontière et que là, tout est parti en cacahuète sous le régime de Biden. Et là, au lieu de répondre à la question, encore une fois, elle tourne autour du pot et elle essaie de mettre ça sur le dos de Trump. Donc, ça fait partie de tous les éléments qui font que aujourd'hui, bon, voilà, sa campagne s'est mal passée, quoi. Le refus de répondre aux questions. Bon, il y a d'autres éléments qu'on va voir dans un instant. Mais vous allez comprendre ça, donc, au fur et à mesure.
Donc, je vais passer à une autre vidéo maintenant. Alors là, maintenant, on va passer à un troisième clip qui est relativement intéressant. Bret Baier, c'est une question qui a été très importante parce que on a vu que lors du premier débat entre Trump et Biden, Biden s'est effondré. Il était incapable de répondre, il se figeait des fois à la caméra, il était incapable d'avoir ce que j'expliquais dans une de mes vidéos, il était incapable d'avoir a train of thought, une série d'idées qui formalise une direction. Et là, ce que Bret Baier va poser comme question, il lui demande, OK, vous dites que Trump est quelqu'un d'instable, OK, mais maintenant vous avez été en charge avec Biden pendant 4 ans. À quel moment avez-vous vu que Biden n'était pas capable cognitivement de supporter la charge en tant que président des États-Unis? Donc on va y aller ça ensemble. Circles on his staff. When did you first notice that President Biden's mental faculties appeared diminished? Joe Biden. Donc il pose la question, à quel moment avez-vous vu que les capacités de Biden étaient diminuées? I have watched from the Oval Office to the Situation Room, and he has the judgment and the experience to do exactly what he has done in making very important decisions on behalf of the American people. Donc elle, ce qu'elle dit, c'est que en fait, elle a pu suivre Joe Biden à la fois dans sa gestion de la Maison Blanche. Situation Room, c'est l'endroit où il prend des décisions stratégiques militairement parlant, et qu'il est capable de prendre toutes les décisions pour le bien des États-Unis. Donc, on sait que, tout le monde sait qu'elle ment. En fait, que avant même la présidentielle de 2020, beaucoup de gens affirment que Biden était très très diminué cognitivement, qu'il n'était pas en capacité de faire une campagne et pas en capacité d'occuper son rôle. Donc la question qui a toujours été celle des républicains, même des journalistes alternatifs plutôt que des médias de masse, comme d'habitude, un petit peu comme les médias de masse en France, TF1 et LCI, qui ont poussé Kamala Harris, bon, une femme qui est très limitée dans sa capacité intellectuelle, d'après moi, et on peut voir que elle refuse d'admettre ce qui était visible par tout le monde, les chutes, les gaffes, l'incapacité à avoir un discours cohérent de la part de Biden prouve que ils étaient au courant depuis longtemps qu'il y avait un problème. Okay. Maintenant, on va passer à une autre vidéo qui va être le Town Hall. C'est une sorte de grande messe où il y a un journaliste assez important de la Fox qui va interroger, de la Fox ou ABC, je sais plus, qui va interroger Kamala Harris. Il y a des personnes qui vont poser des questions directement à Kamala Harris et on va voir comment elle répond sur ces questions-là. Et alors, c'est un journaliste de CNN qui va poser la question à Kamala Harris. Donc, juste avant, ils étaient en train de discuter de la situation de la frontière sud des États-Unis. Donc, vous savez, la frontière dont on parlait juste à l'instant, où il y a à peu près 6 millions de personnes qui sont passées pour entrer aux États-Unis illégalement. Et on peut voir Mr. Cooper qui va poser la question à Kamala Harris. OK, vous parlez de tout ce que vous allez faire. Pourquoi vous n'avez rien fait pendant 4 ans? Vous étiez en charge vous étiez en charge pendant 4 ans. Donc, on va regarder ça. Voters, though, might ask, you've been in the White House for 4 years. You were vice president, not the president. But why wasn't any of that done for the last 4 years? Well, there was a lot that was done, but there's more to do, Anderson. Alors, elle répond, hein. Alors, je vais traduire. C'est complexe même à traduire, tellement la logique de la réponse n'a aucun sens. Elle dit, alors, on va revoir ça un petit peu en arrière. More to do, Anderson. Elle dit, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. And I'm pointing out things that need to be done. Et elle pointe les choses qui restent à faire, That haven't been done, qui n'ont pas été faites, but need to be done. mais qui ont besoin d'être faites. Donc elles tournent en rond. Et c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis word salad. Donc au lieu de parler clairement et de dire les choses clairement, elle fait des word salad. Donc elle fait une salade de mots qui n'a aucun sens, qui tourne en rond, qui n'a aucun sens. Et là on voit pas la face de Cooper, mais il y a un autre plan dans une autre vidéo que je n'ai pas retrouvée. On voit la face de Cooper. Il fait une tête où il comprend absolument pas de quoi elle parle. Durant le town hall, on lui a posé la question. Beaucoup de gens questionnent la manière dont elle réagit quand on lui pose des questions sur le fait. En fait, elle n'a pas
ce qui s'appelle think on your feet. Ça veut dire, aux États-Unis, il y a comme une parole où on dit, bon, tu penses sur tes pieds. Ça veut dire qu'on pose une question, au tac, on est capable de répondre, de formuler une analogie, de formuler une question, de formuler une réponse qui a un sens. Et on lui pose la question, pourquoi elle semble ne pas être capable de répondre du tac au tac. Donc, on va y aller ça ensemble. So I may not be quick to have the answer as soon as you ask it about a Elle dit, elle n'a pas la capacité, elle n'a pas forcément la capacité sur les questions complexes de répondre au tac au tac. specific policy issue. Sur certaines politiques, certains aspects politiques sont relativement complexes. Sometimes because I'm going to want to research it. Parce elle dit qu'elle va avoir le temps de faire des recherches, de rechercher. I'm going to want to study it. Elle veut avoir le temps de l'étudier. I'm kind of a nerd sometimes. Elle dit, je suis un peu un nerd, quelquefois. I confess. Okay. Et qu'elle ne répond jamais clairement. Et c'est un reproche qui lui est fait, qu'il n'y a rien de naturel chez elle. On va voir maintenant un autre clip d'un analyste politique que je ne connais pas. Donc durant la campagne, juste avant, il y a eu un grand événement qui a été réalisé au Madison Square Garden à New York par Trump. Et en fait, les démocrates ont fait une analogie entre cette grande messe politique qu'il y a eu au Madison Square Garden pour Trump, mais également faire une relation avec une scène politique extrêmement importante qui s'est passée au Madison Square Garden en 1939 et qui était le parti nazi américain qui faisait une grande messe. Il y avait eu des bagarres, il y a eu même quelqu'un qui était mort, je crois, durant cet événement. Et donc, les démocrates ont fait le lien, naturellement, en disant que Trump et Hitler. Alors, Trump, il n'a rien à voir avec Hitler. Que Hitler, c'est vraiment un homme politique qui prend le pouvoir et qui va faire descendre sur l'Allemagne, sur l'Europe, une vague de terreur avec un ensemble de guerres et d'enchaînements de guerres avec la Pologne, la Tchécoslovaquie et autres, jusqu'à la solution finale. Donc, on connaît toute l'histoire toute l'histoire d'Hitler. Et les gens comparent Trump à Hitler. Alors que Trump n'a jamais dit qu'il n'a jamais attaqué ses opposants politiques lorsqu'il est au pouvoir pendant 4 ans. Donc cette rhétorique de dire que Trump et Hitler n'a jamais fonctionné. Et donc là, c'est un analyste politique qui parle de Kamala Harris. Donc on va partager mon écran maintenant pour regarder ce qu'il en pense. Et je vais essayer de vous traduire ça à la volée. Willing to take cheap political hits at Donald Trump. I mean. Donc lui dit que les démocrates prennent une approche politique qui est extrêmement cheap, extrêmement bas niveau, et donc ils essayent de trouver tous les moyens possibles pour réduire la campagne de Trump à une campagne limite type nazi ou fasciste. No one believes that Donald Trump is a fascist because I tell you what, he was a president of the United States for 4 years. Donc là, c'est exactement ce que je disais juste à l'instant. Il était aux manettes pendant 4 ans. Pendant 4 ans, on a bien vu que c'est quelqu'un qui ne fait pas de guerre, qui ne croit pas dans le complexe militaro-industriel, qui a essayé de lutter contre les deep state. Et donc, il n'a rien d'un fasciste. On a pu voir que c'est vraiment quelqu'un qui aime son pays. Après, les gens l'ont critiqué, les gens ont dit qu'il était stupide. Moi, j'ai quelques avis là-dessus. Je pense pas qu'il soit aussi bête que les gens le disent. Et que donc voilà, lui, il dit, ça n'a aucun sens qu'il raconte. And really took no action that would suggest that he wants to lead us to something like Mussolini's Italy. So, I just... Voilà, lui, il dit qu'il n'y a rien qui indique, notamment dans sa façon de parler, dans sa façon de voir la politique, dans la façon de délivrer les messages, sa vision qu'il a de l'Amérique, il n'y a rien qui indique une forme de ressemblance quelconque avec Mussolini, avec Hitler ou avec qui que ce soit d'autre. Donc ça n'a absolument aucun sens. I think that is just a cheap political slur that Kamala Harris is trying to throw against President Trump in order to steal this election. But... En fait, lui, il dit clairement que c'est une tentative extrêmement bas d'échelle, tellement basse d'une tentative de vouloir voler l'élection, en fait. Et donc,
On a vu pendant la campagne présidentielle, ça n'a été que des mensonges des démocrates, que des mensonges de Kamala Harris. Et donc, ça va se retourner contre elle parce qu'on va voir ce qui va se passer après l'élection. Et c'est assez troublant ce qui se passe après. Okay. Je vais vous passer un dernier clip et puis on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, ce sera beaucoup plus sur l'effet après l'élection. Donc, on verra pas mal de petites coupures de journaux, des petites images qui montreront un petit peu ce qui se passe actuellement. J'ai failli fracasser mon micro. Et donc, je vais vous passer une dernière vidéo maintenant sur Cardi B. Donc, alors vous allez voir, j'ai peut-être coupé un petit peu mal la vidéo parce qu'en fait, elle commence quand elle monte sur le stage, on voit qu'elle est nerveuse déjà. Et on voit qu'elle essaie de parler, elle dit One second guys, une seconde tout le monde. J'essaie de m'adapter à la situation et on voit que son téléprompteur ne marche pas. Donc on va voir maintenant la suite. C'est absolument à mourir de rire. Donc là, elle indique que le téléprompteur ne marche pas. Donc elle est en panique. Elle indique qu'il y a un problème avec le téléprompteur. Mais elle est là pour supporter Kamala Harris. Donc Cardi B, comme Beyoncé, comme Jessica Alba, comme Oprah Winfrey, comme Usher, ils ont tous voulu endorsed Kamala Harris. Ça veut dire supporter Kamala Harris. Et on voit Cardi B, vous allez voir ça, pleurer de rire. Okay, so I don't take lightly the call. Elle dit, elle prend pas souvent l'appel quand on l'appelle pour des aspects politiques. Ok. Et elle dit, moi, je vote pas dans les élections. Donc, on sait pas ce qu'elle fait là, en fait. Mais elle est là. Sorry, guys. I need patience over here. Donc, elle appelle son assistante parce que elle sait pas quoi dire. C'est extraordinaire. Patience, where are you, girl? Donc, voilà son assistante qui arrive. Elle lit directement sur son téléphone. Pleurer de rire. Donc, voilà, la première partie de la vidéo, c'était ça. C'était pour vous montrer des petits clips. Bon, je peux pas tout vous montrer, mais il y a pas mal d'exemples où Kamala Harris est incapable de répondre. À un moment, on lui pose la question, voilà, quelle est sa vision de l'économie? Et de manière, on va dire, répétitive, de manière sur plusieurs interviews qu'elle réalise avec des analyses politiques, sur des podcasts, avec Call Daddy, avec Charlemagne. Il y a un gars qui s'appelle Charlemagne, qui est un noir américain, qui a un podcast relativement connu. Il y a un truc qui s'appelle Call Her Daddy, qui est beaucoup plus un truc féministe, notamment qui parle des aspects sexuels de la vie des femmes. Et elle est partie faire des podcasts là-bas. Et à chaque fois qu'on lui pose la question, quelle est votre vision de l'économie? Et à chaque fois, elle répond, je suis une personne issue de la classe moyenne. Parce que moi, je vis à Montréal et elle a grandi à Montréal. En fait, elle est née aux États-Unis. Elle a grandi pour X raisons. Sa mère est venue à Montréal pendant plusieurs années. Elle a vécu à Montréal pendant plusieurs années. Et elle a vécu dans c'est ce que j'ai cru comprendre, hein. Peut-être je me trompe, mais elle a vécu dans les aspects de Westmount. Westmount, c'est un quartier à Montréal qui s'appelle Notre-Dame-de-Grâce. Et Notre-Dame-de-Grâce, c'est un des quartiers les plus riches de Montréal. Donc on vit pas à Westmount ou à NDG si on n'a pas l'argent. Voilà, moi j'ai vécu à NDG pendant un temps, j'ai quitté parce que c'était trop cher. Donc quand on vit à Westmount, on a beaucoup d'argent. Donc elle dit qu'elle vient de la classe moyenne, ce n'est pas vrai. Okay. Et donc, elle répète de manière successive, de manière presque mécanique, le même topo, la même histoire. Oh, je suis une classe moyenne et j'avais une seconde maman et ma maman a mis de côté pour pouvoir nous acheter la première maison. Bon, voilà. Et c'est pourquoi les gens critiquent beaucoup Kamala Harris parce qu'elle n'est pas naturelle, elle n'est pas authentique. Donc, chers amis, nous revoilà pour la partie 2. Donc la partie 2 après l'élection après l'élection présidentielle qui a perdu Kamala Harris. Ce qu'on a pu voir dans la partie 1, c'est on va dire un panel d'interviews que Kamala Harris a pu réaliser avec Brett Baier de Fox, avec Nick Cooper de CNN. Et on a vu l'endorsement de Cardi B qui était assez ridicule. Et là maintenant, quelles sont les ramifications qui sont passées après l'élection? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour schématiser un petit peu, je vais vous expliquer ce qui s'est passé après
après le premier débat qu'il y a eu, le premier et unique débat qu'il y a eu entre Trump et Biden. Donc Biden était incapable de répondre, incapable d'avoir un ensemble d'idées cohérentes. Il restait souvent figé à l'écran. On a pu voir qu'il avait extrêmement de mal à supporter les attaques de Trump et incapable de rivaliser. Donc après ça, très rapidement, ce qui s'est passé après ce débat-là, c'est que Biden ne voulait pas quitter la course. Les dinosaures du parti, tels que Nancy Pelosi, Barack Obama, euh, euh, Schumer, également Gavin Newsom, ont un petit peu mis la pression sur Biden. Et on a fait comprendre à Biden que s'il ne se retirait pas, il y aurait un article de la Constitution qui permettait de retirer le président actuel s'il n'était pas en capacité de supporter son rôle. Donc on a pu voir toutes les gaffes, toutes les difficultés qu'avait Biden à avoir un discours cohérent au cours des mois et des mois qui sont passés. Donc on l'a mis de côté. Pour mettre en difficulté le Parti démocrate, Biden a décidé de lui-même de faire un endorsement, de dire que Kamala Harris était la personne qui allait prendre la suite. Okay. Donc sans qu'il y ait eu de primaire, Kamala Harris a été nominée comme candidat officiel par les démocrates, alors qu'il y avait d'autres personnages tels que Josh Shapiro, Gavin Newsom, potentiellement Michelle Obama. Donc on parlait beaucoup de Michelle Obama potentiellement. Donc peu importe, il n'y a pas eu de primaire. Elle avait 3 mois pour faire sa campagne. En moins de 3 mois, elle a réussi à lever $1 milliard. Donc $1 milliard qui ont été levés par le biais du Parti démocrate, qui était voir certains milliardaires, et notamment par une personne qui s'appelle Lindy Lee. Donc je vais vous partager la photo et la vidéo à l'écran dans une seconde. On pouvait voir à l'écran l'image de Lindy Lee qui siège au sein du comité du Parti démocrate, qui est le comité financier. Donc c'est elle qui dirige le comité financier, donc qui fait face aux investisseurs qui investissent dans le Parti démocrate. Donc qui a réussi donc à lever $1 milliard pour la campagne de Kamala Harris pour les 3 mois qui restaient avant le jour J de l'élection présidentielle prévu donc le 4 novembre. Donc le 5 novembre, on aurait les résultats. Donc effectivement, je vais passer une vidéo maintenant de Lindy Lee et vous allez voir que c'est assez croustillant. Donc maintenant vous voyez mon écran, donc vous voyez que Lindy Lee, c'est la personne qui a aidé à lever les millions de dollars qui ont servi à la campagne de Kamala Harris. Et c'est elle qui doit faire l'interface avec les investisseurs pour leur faire comprendre que vous avez mis votre argent en l'air. Mais il y a quelque chose de plus choquant dans tout ça. Mais je vais vous expliquer ça juste après. And I raised millions of that. I have friends that I have to be accountable to and to explain what happened because I told them it was a margin of error race. I was promised, Jen O'Malley Dillon promised all of us that Harris would win. She even put videos out saying that Harris would win. Donc en fait, elle a du mal maintenant à expliquer, à faire face aux donateurs que naturellement, ils avaient promis que Kamala Harris allait gagner. Ils avaient montré, notamment comme le Parti démocrate avait la main mise sur tous les médias, ils montraient des sondages qui étaient extrêmement favorables à Kamala Harris, que au mieux, elle était un petit peu au-dessus de Trump, à 2 points, 3 points, et qu'au pire, elle était au même niveau que Trump. Mais la vérité, c'est que les sondages, en fait, les médias ont révélé maintenant que les sondages ont été faits autour des gens qui votaient plutôt démocrates et que véritablement il y avait plutôt une emphase, notamment sur les classes moyennes ou les classes de travailleurs, qu'il y avait vraiment une emphase vers Trump et non pas vers Kamala Harris, et que les sondages réels étaient catastrophiques. I believed her. My donors believed her. Donc ils ont vraiment affirmé qu'ils étaient en capacité de gagner. Et même les sondages, ils cachaient les véritables sondages. Elle les a crus parce que c'est elle qui fait l'interface avec les donateurs. Et elle a convaincu les donateurs de continuer à donner de l'argent. And so they wrote massive checks. I feel like a lot of us were misled. Donc elle sent vraiment que, en fait, que eux, ils ont été
ils ont été mal orientés en fait. On leur a menti, on leur a fait des fausses promesses et que ben voilà, le résultat a été entériné. Maintenant, je vais vous passer une autre séquence. Alors avant que je vous passe cette deuxième séquence, je vais vous faire remarquer quelque chose. On voit bien qu'il y a des investisseurs qui investissent 1 milliard de dollars dans la campagne de Kamala Harris, et on voit bien que c'est un retour sur investissement. On voit bien le degré de corruption de la classe politique américaine. À partir du moment où on vote pour une personne et qu'on est troublé du fait que cette personne ne puisse pas remporter l'élection, parce qu'on attend un retour sur investissement. Donc on voit bien que c'est une forme de corruption ouverte. Et personne ne se choque de ça. Moi, je vois ça, je trouve ça absolument fascinant. Maintenant, je vais vous passer un autre personnage qui s'appelle Jordan Belfort, qui est un personnage assez important aux États-Unis, qui est un commentateur un commentateur politique et qui donne une approche des choses. There's laws against two things. Number one, you can't make false statements, but also material omissions of fact. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'on peut faire il n'y a rien de répréhensible aux États-Unis à faire des fausses déclarations. Donc, on peut dire des choses qui sont fausses en disant je vais gagner, parce que il n'y a rien qui vous engage à être positif. Il n'y a rien qui vous empêche d'être positif et de croire en vos chances, même si vous n'avez aucune chance de gagner. Maintenant, ce qui est répréhensible, c'est l'utilisation de fausses informations. C'est de prendre des informations et d'en dissimuler la réalité. Donc, ce qu'il suggère, c'est que certains sondages ont été faits, c'est ce que moi j'ai entendu chez certains journalistes de la Fox ou bien de MSNBC, qui disaient que il y aurait des sondages qui auraient été manipulés et qu'on aurait manipulé les données pour faire croire aux donateurs que tout se passait bien. They were keeping everybody in the dark about how bad things were there, just based. Ce que je vous disais auparavant, c'est ce qu'il explique, c'est qu'en fait, on a laissé dans l'opacité tous les gens qui étaient les donateurs, tous les gens qui ont mis de l'argent, qui croyaient en l'élection de Kamala Harris, on les a laissés dans le noir en leur faisant croire que tout allait bien. Painting this rosy picture when meanwhile it's like, they're all in quicksand, sinking really fast. Il fait la référence avec vous savez, les sables mouvants, un petit peu comme avec le film de Père Richard quand il dit oh, je m'enfonce. Mais en fait, il voyait qu'il était en train de se casser la gueule à un niveau terrible. Et on voit bien l'image là avec Beyoncé, tout ça. Bon, je vais expliquer ça dans un instant. Tout ça sont des gens qui ont été payés. Beyoncé, Usher, Cardi B, Oprah, tous ces gens-là, le podcast Call Her Daddy, c'est des gens qui ont été payés. And they're trying to get people to give more and more and more, right? And I bet you when this really comes out, you're going to see that there were massively inflated salaries. En fait, maintenant, il fait allusion à quelque chose d'autre. C'est que on sait aujourd'hui qu'il y a 1 milliard de dollars qui ont été levés par la campagne de Kamala Harris. Mais après, il faut engager des spécialistes des élections qui vont vous aider à la fois dans la communication, dans le marketing, dans la visibilité, et qui vont également, on va dire, faire du porte-à-porte. Donc, c'est toute une équipe. Moi, je j'ai jamais participé à une élection, mais c'est toute une équipe. Et il dit que, en fait, ce qui sort derrière ça, c'est que dans les 1 milliard de dollars, il y a presque, ça va être dit après, il y a presque 560 millions qui ont été utilisés pour payer les salaires des gens. Donc, la moitié de ce qui a été levé a été utilisé pour payer les salaires mirobolants à des gens qui ont multiplié leurs factures par 5 ou par 10 et se faire payer rubis sur l'ongle. For all the consultants consultants who hired more consultants. Not to mention. Et il parle c'est ce qui a aussi été dit, c'est qu'il y avait des consultants qui engageaient d'autres consultants c'est l'incompétence à tous les niveaux. On voit Kamala Harris qui est incompétente, on voit les consultants qui sont incompétents, qui prennent d'autres consultants pour ramener une forme de compétence. Et là, on voit Jessica Alba qui a aussi, supporté Kamala Harris et tous les gens qui ont joué dans les Avengers, par exemple, le fameux film de Marvel, les Avengers. Tous les Avengers ont supporté, la majorité, pas tous, mais la majorité ont supporté Kamala Harris. What were they thinking? Like $450,000 to be on the Sphere. Who's going to vote for her because she's on the Sphere? If someone's going to walk by and say, "Oh, look at her face."
Ouais, en fait, il met en perspective la logique que quand vous engagez plein de personnalités comme ça, est-ce que ça vous donne un pouvoir électoral quelconque? Est-ce que parce que le fait de voir Beyoncé, le fait de voir Usher, le fait de voir Cardi B, est-ce que ça vous donne une légitimité quelconque pour obtenir des voix? Est-ce que ça vous donne quelque chose de quelque manière que ce soit? C'est sûr que du côté de Trump, on a vu des alliances qui sont beaucoup plus, je veux dire, légitimes une vue économique et politique. On a vu Vivek Ramaswamy, on a vu Tulsi Gabbard, qui s'est rallié au parti républicain, qui était une démocrate, une grande démocrate, qui s'est ralliée au parti républicain. On a vu notamment Elon Musk qui a milité, qui a mis de l'argent, 75 millions de dollars ont été mis par Elon Musk dans la campagne de Trump, mais Trump a levé 330 millions de dollars. Ils n'ont dépensé que 10 millions de dollars dans les salaires des gens. Donc on voit la dimension de différence qu'il y a entre l'argent qui a été spolié par Kamala Harris et I gotta vote for it. The whole thing is so insane. It's insane. So, but I'll tell you what. But stupidity is a great defense against breaking laws. I'm just a moron. I didn't do anything illegal. I'm just a moron. Bon, en fait, il dit que, en fait, pour les acteurs et pour les gens qui ont supporté Kamala Harris, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste dire, ah ben moi, je suis juste un acteur, je suis juste un idiot. Hein. On m'a demandé de venir là, de poster là, de dire 2-3 mots, et puis j'ai fait ce qu'on m'a dit parce qu'on m'a payé. Et dit que la stupidité est une grande excuse. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est la manière dont beaucoup vont s'en tirer en prétendant que ils étaient là parce que voilà quoi, ils en tirent avantage quoi. I was overpaying people, didn't know what I was doing. So defense is, I'm an idiot. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette vidéo. Maintenant ce que je vais faire c'est vous montrer certaines images. Vous allez voir, on va passer certaines images. Donc là, je vais vous montrer en fait l'ensemble des dépenses qui ont été réalisées par Kamala Harris sur les 1 milliard qui ont été levés et qui ont servi. Je vais vous montrer l'étendue des dommages. Donc vous voyez l'étendue des dommages, ça c'est la partie des dépenses numéro 1. La partie des dépenses numéro 1, c'est sur 2024, il y a 880 millions qui ont été dépensés vers des comités marketing. Donc là, on voit les plus grosses dépenses qui ont été réalisées. Les plus grosses dépenses, c'est 634 millions de dollars qui ont été dépensés avec Media Buying and Analytics, une compagnie qui fait sûrement de gestion de sondages et des données donc électorales. Maintenant, on passe aux dépenses, l'image des dépenses numéro 2. Gambit Strategies, Gambit, c'est quelqu'un qui gamble, qui joue au jeu d'argent. Bully Pulpit Interactive, donc le premier était à 122 millions. Bully Pulpit Interactive, 101 millions de dollars. DuPont Circle Strategies, 94 millions de dollars. Connection Incorporated, 35 millions. Gusto, 34 millions de dollars. Donc on voit les dépenses faramineuses qui ont été faites dans la partie marketing et dans la partie data analytics. Maintenant, voilà, ce qu'on dit, c'est que dans la partie de Kamala Harris, dans son équipe, on a aussi supposément payé $1 million à Harpo Production pour Oprah Winfrey. Bon, Oprah Winfrey, c'est la personne de couleur aux États-Unis qui est la plus visible et qui a largement supporté Kamala Harris parce qu'elle a organisé un show spécifiquement pour elle. Et notamment, elle a organisé une sorte de petite messe pour elle juste avant le town hall. Et donc elle a été payée $1 million. Donc naturellement, Oprah Winfrey dit que ce n'est pas vrai, qu'elle n'a jamais été payée. Mais manifestement, l'équipe de Kamala Harris a bien payé $1 million pour elle. Maintenant, Call Her Daddy. Alors Call Her Daddy, je connais pas. C'est un podcast qui parle d'aspects sexuels, limite pornographiques pour la gente féminine. Donc c'est un podcast qui fait énormément de vues. Et donc on dit que une large portion
de dépenses a été effectué pour Call Her Daddy, notamment environ plusieurs, au-delà du $1 million, parce que six figures, ça représente plusieurs centaines de milliers, donc proche d'$1 million, pour juste organiser un podcast, une apparence d'un podcast avec Call Her Daddy. Donc encore des dépenses faramineuses qui n'ont absolument aucun sens. Parce que Call Her Daddy, ça vaut rien. Faut comprendre que ça vaut rien. Si vous écoutez le podcast, ça vaut zéro. J'ai entendu des petites, vous allez sur YouTube, des petites captures de Call Her Daddy, c'est absolument nul. Maintenant, par rapport à ça, il y a eu aussi autre chose. Maintenant, apparemment, il y aurait des dettes. De $1 milliard, il y aurait quand même eu des dettes. Des dettes qui se monteraient qui se monteraient à environ $20 millions. Donc la campagne d'Harris maintenant essaie de recouvrir ces dettes avec notamment des dépenses faramineuses comme on a vu, notamment dirigées vers tout ce qui est le média digital, la publicité, les sondages, et également les voyages. Alors les voyages, elle a été raisonnable, 360 millions. Voilà, c'est raisonnable. 360 millions, 560 millions pour le staff qui l'entourait pour l'aider pour la campagne. Et maintenant, naturellement, c'est une campagne Harris-Walz, Tim Walz qui était le vice-président qui a été choisi. Et donc, maintenant, il y a 20 millions de dettes. Alors, le fait qu'ils aient levé 1 milliard et en ayant 118 millions dans la banque en octobre, le 16 octobre, selon Politico. Donc, ils ont réussi à avoir une dette de 20 millions en ayant $1 milliard et en ayant fait des dépenses qui sont incommensurables. Et donc, elle se retrouve avec une dette de 20 millions. Okay. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur l'élection de Kamala Harris. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Trump a proposé aux démocrates de payer leurs dettes. On dit, oh, ils ont fait une très belle campagne en 2020, ils ont levé beaucoup d'argent en 2020. C'est marrant qu'il leur reste pas d'argent, c'est quand même bizarre. Nous, ça va, on a dépensé, comme je disais, Trump avait levé 330 millions de dollars et il a dépensé juste dans les salaires environ 10 millions. La majorité des médias qu'il a fait, il n'a pas payé parce que naturellement tout le monde voulait les avoir. Alors, faut comprendre pourquoi Kamala Harris a payé pour toutes ces apparitions médiatiques parce que personne ne voulait d'eux. C'est ce que beaucoup de médias affirment. Et donc, et puis c'est aussi son incompétence, parce qu'elle était incapable d'avoir un discours cohérent, répétant en boucle toujours les mêmes choses, en ayant un manque de capacité sur sa faculté à élaborer sans téléprompteur. Donc, je vais vous montrer une dernière vidéo là-dessus qui est assez drôle, en fait. Donc, juste pour finir, je vais vous montrer deux séquences qui sont assez révélatrices de comment Kamala Harris gère ses interviews avec les médias, qui est assez difficile. Donc, elle a eu, en fait, avant cette séquence qu'on va voir, qui est la séquence avec 60 Minutes. Et 60 Minutes, c'est une émission qui est relativement importante aux États-Unis, qui a toujours invité les candidats présidentiels. Et ça faisait un moment qu'il l'avait plus fait et ils l'ont refait pour Kamala Harris, mais Trump a refusé d'y aller, je sais plus pour quelle raison. Et on voit Kamala Harris qui a beaucoup de mal à répondre quand on lui pose des questions auxquelles elle ne s'attend pas. Et donc elle a beaucoup de difficultés, elle bégaye, elle est très nerveuse. Et vous allez voir après l'histoire du téléprompteur, c'est à mourir de rire. Pour donner un petit peu de contexte, donc le journaliste que vous allez voir, qui est d'une personnalité importante dans le journalisme aux États-Unis, qui est un noir, qui n'existe pas en France d'ailleurs. Par ailleurs, quand on voit l'ouverture à la française, on voit au moins un journaliste qui fait sa part du travail aux États-Unis et qui, durant les premières interviews de Kamala Harris, on voyait ce qu'on appelle des softballs, des balles molles. C'est-à-dire on lui donnait des interviews qui étaient faciles, on lui facilitait la tâche, on lui posait des questions sur lesquelles elle était tout à fait capable de répondre. Et là, pour ce coup-là, elle est tombée sur un journaliste qui lui a rétorqué, OK, vous voulez financer une économie où on favorise la création de petites entreprises et de start-up. Comment vous allez financer? Donc vous allez voir maintenant ce qu'elle va répondre. Question was, how are you going to pay for it?
Well, one of the things is I'm going to make sure that the richest among us who can afford it pay their fair share in taxes. It is not right that teachers and nurses and firefighters are paying a higher tax rate than billionaires and the biggest corporations. Donc, vous voyez, c'est ce que j'essayais de vous montrer, c'est que sa capacité à donner des réponses qui soient cohérentes, parce que quand elle dit, elle va faire payer les riches, c'est pour ça qu'il commence déjà à faire une tête où il est surpris, parce que sa réponse ne fait aucun sens. Comment va-t-elle passer une telle loi quand il y a deux camps qui s'opposent et que les républicains seront quasiment en face, peut-être avec une majorité, peut-être oui, peut-être que non, mais une difficulté de passer cette demande-là, parce que on sait aujourd'hui le lobby, comment il fonctionne aux États-Unis. Passer une loi qui va taxer les plus riches plus aux États-Unis qui ne sont taxés aujourd'hui ne passera jamais. Donc c'est un mensonge, c'est à la fois un mensonge ou une démonstration de son incompétence, parce que ça ne fonctionnera pas. Je vais vous passer une dernière séquence. Alors cette séquence, c'est la fameuse séquence du téléprompteur. Alors moi, celle-là, j'adore, parce que ça démontre son incompétence ou sa capacité d'orateur ou d'oratrice, d'orateur, qui est très limitée. Donc voilà la vidéo sur Kamala Harris où il y a le téléprompteur qui ne fonctionne plus, et voilà sa capacité d'orateur, c'est qu'il se casse la figure devant tout le monde. 32 days until the election. Donc elle dit 32 jours avant l'élection. Vous voyez, sa nervosité, c'est incroyable. Je veux dire, tout transparaît chez elle. Mais la façon dont elle regarde, les yeux un petit peu qui s'écarquillent, la nervosité qui est palpable. So 32 days. 32 days. Okay, we got some business to do. All right. 32 days. And we know we will do it. Vous inquiétez pas pour la suite de l'histoire de l'argent. L'argent est-il la racine du mal? Je fais la dernière partie ce soir, qui est la partie 6, qui est l'utopie de cette société sans argent dont je discutais. Je vais relâcher ça ce soir ou demain, plutôt demain, parce que ce soir, je serai un peu fatigué. Mais donc voilà la vidéo que je voulais faire sur Kamala Harris. Donc ça m'a été demandé par plusieurs personnes. Bon, j'ai pas trop envie de couvrir Kamala Harris, parce que je trouve elle est ennuyante à mourir. Et je pense qu'elle a eu que ce qu'elle mérite, et le Parti démocrate avec. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous voyez un intérêt à ce que vous voyez, faites un commentaire, souscrivez également. Et si vous voyez des sujets, moi je suis plus dans des sujets sur l'histoire, la société, plutôt que sur des sujets politiques. Mais si vous voyez des sujets qui vous intéressent, bon là je vais faire la vidéo sur l'argent, je vais organiser un podcast prochainement sur un jeune auteur, on va dire un jeune auteur plein de talent, dont je vais révéler le nom demain. Et mais si vous voyez des sujets qui vous intéressent, d'autres sujets qui vous intéressent, laissez-moi le savoir. Et donc je serai ravi de les traiter. Et je vais donner une petite liste peut-être des sujets que je vais traiter dans les prochaines semaines dans la dernière vidéo de l'histoire de l'argent. Comme ça vous verrez un petit peu ce qui vous attend si vous êtes des fans de l'émission, ou si vous voulez partager avec d'autres personnes qui aiment ces autres sujets. Ce sera l'occasion d'étendre notre communauté. Merci beaucoup, et on se voit plus tard aujourd'hui sur la dernière vidéo de l'histoire de l'argent. Merci.